Soigner la terre, étape d'une transition agricole, deuxième partie. Un reportage de Clémentine Saint-Houlgol-Ambres, d'après les interviews de Lionel Sarriès, exploitant agricole en lait bio, à Romette, Aveyron. L'année dernière, Lionel Sarriès m'expliquait pourquoi il avait choisi de passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture biologique, malgré ses incertitudes en termes de rentabilité et de développement de son activité. Aujourd'hui, il continue ses recherches sur l'agriculture durable et la biologie des sols pour tenter de trouver des réponses aux problématiques économiques et environnementales de son activité. Cette année, en France, l'actualité a été marquée par différents événements liés aux problématiques de l'eau. Je pense aux nombreuses inondations et aussi aux polémiques qui ont opposé les pros et anti-barrages à Sivens dans le Tarn. Ce barrage est défendu par des agriculteurs qui disent qu'ils ont besoin d'eau. Comment la terre en France peut être sèche alors qu'il pleut de plus en plus? En tout cas, on a cette sensation vu qu'il y a de plus en plus d'inondations. Nous vivons les 3000 ans les plus secs en Europe. Donc nous avons réussi à créer des inondations en période sèche. Les agriculteurs ont besoin d'eau parce que leur travail génère une évaporation de l'eau et une compaction des sols qui fait que les sols n'absorbent plus l'eau, d'où une obligation d'irriguer. La terre se dessèche parce qu'on la met à nu. Si on changeait de technique agricole, on n'aurait plus besoin d'irrigation. Malheureusement, le marché de l'irrigation existe. Donc nous avons là aussi affaire à, entre guillemets, un lobby de l'irrigation. La perméabilité des sols n'est pas enseignée dans l'enseignement agricole. La perméabilité, c'est l'infiltration de l'eau dans le sol. On a des perméabilités au nord de Paris de 2 mm en 24 heures, alors que on peut avoir des perméabilités dans une prairie permanente en agriculture biologique de 15 cm à l'heure. On n'a plus de perméabilité puisqu'on n'a plus d'animaux. Le travail des animaux permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Donc un ver de terre peut faire 500 mètres de galerie par mètre cube de terre. On peut avoir jusqu'à 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Une luzerne peut faire 6 tonnes de racines par hectare. Ça dépend de l'état du sol. L'eau ne rentre plus dans les sols puisqu'on n'a plus 80% de porosité à la surface et 60% de porosité dans l'horizon C, qui est l'horizon le plus bas dans lequel évoluent les racines. Effectivement, l'eau s'en va, elle ne rentre plus. Le labour n'est pas encore interdit. C'est par le labour qu'on commence à créer des sécheresses. La terre déteste la lumière, donc nous devons faire des successions de cultures de façon à éviter tout dessèchement des sols. C'est avant tout une méconnaissance des lois du sol qui a provoqué de tels affrontements dans le barrage de Sivens. Pour avoir une évolution de ces pratiques, il faudrait un complément de formation, il faudrait des personnes qui soient là en médiation, parce qu'on ne peut pas demander à des personnes qui ont été formées à une pratique professionnelle, c'est des études, les gens y passent du temps, pour du jour au lendemain leur dire « Ah ben non, il y a des problèmes, nous, on n'a pas de contenu pédagogique, débrouillez-vous ». Tout ceci est compliqué, donc il faut apprendre à observer ses attitudes. À partir de là, quand vous voyez sécher une terre suite à votre action et que vous voyez couler de l'eau sur vos parcelles suite à votre travail, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas en allant chercher un barrage que la solution va s'améliorer. Ah si, mais à court terme. Dans toutes les méthodes agricoles de couverture de sol, il n'est pas question d'irriguer quoi que ce soit. La terre est suffisamment autonome et garde son humidité en elle-même, pourvu qu'elle soit couverte. Alors ces méthodes commencent un peu à être enseignées sur des associations alternatives. Comme Cocopelli en parle. Ils sont où, Cocopelli ? En France. Cocopelli propose déjà de lutter en vendant des semences libres, c'est-à-dire des semences que l'on peut ressemer. Mais attention, c'est pour des petites échelles. Et pour les grandes échelles ? Pour les grandes échelles, il faut chercher. Moi, j'ai trouvé une association, Pétaniel, qui permet de ressemer par un système participatif des blés anciens.
les céréales anciennes. On vous prête 50 kilos, vous pouvez donc semer un quart d'hectare avec 50 kilos. À la moisson, vous rendrez ces 50 kilos. Là, le problème, c'est que les personnes qui ne veulent pas acheter des semences hybridées, elles ne peuvent pas, elles n'ont pas le droit. Il faut passer par des réseaux qui se développent, certes, mais qui restent complexes. On ne peut pas commercialiser des semences qui ne figurent pas sur le catalogue des variétés. Le catalogue qui a été écrit par qui? C'est le catalogue officiel. Figurer sur ce catalogue coûte très cher. Et qui paie? Les semenciers qui ont des moyens. Vous avez Limagrain en France, vous avez Monsanto aux États-Unis, pour les plus connus. Vous avez Syngenta en Suisse. Ils sont peu, mais ils sont puissants. Et les semenciers travaillent aussi dans la biochimie pour réaliser des désherbants. Donc ils sont peu, c'est vrai que ça peut être préoccupant. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces personnes qui se battent pour un droit des peuples à l'alimentation? Vous avez José Bové, vous avez Vandana Shiva pour l'Inde qui essaie de réattribuer aux paysans indiens leur droit à posséder leurs semences. Ils ont perdu toutes les anciennes variétés puisqu'ils ont cru aux sirènes productivistes du coton indien avec des rendements exceptionnels. Mais ces cotons ou ce riz sont des espèces qui demandent à être traitées. Comment c'est possible de rendre une terre plus rentable sans chimie? En suivant les règles biologiques de la vie, on réussit à refaire vivre un sol très vite, des fois en 5 ans. C'est assez surprenant de revoir des arbres pousser, des légumes pousser dans des zones où on pensait ne plus jamais rien voir. Alors il y a une lutte puisque d'un côté on perd 14 millions d'hectares de forêt par an sur la planète. Et donc de l'autre côté, on essaie de revitaliser les sols et de réimplanter des haies le long des parcelles. Effectivement, les sols ne sont plus attachés puisqu'ils sont tués à coups d'engrais azotés et de pesticides. Donc on a un excès de nitrate dans les sols. On perd 40% de l'azote que l'on met. Donc effectivement, elles se retrouvent dans les cours d'eau. Et c'est les algues qui se chargent d'essayer de dépolluer l'eau des rivières. Et vous, dans votre exploitation, comment ça se passe? Est-ce que vous avez constaté une grosse différence du comportement de vos sols par rapport à l'eau? Alors oui, en gros, depuis 2010, je ne laboure plus. Et en 2014, j'ai vendu mes charrues. J'ai constaté une évolution au niveau du comportement des sols. On a une meilleure portance. La portance permet au matériel de ne pas s'enfoncer. Nous n'avons plus d'inondation sur nos sols vu que nous travaillons que la litière du sol, les 5 à 10 premiers centimètres. Le sol s'en va parce qu'il n'est plus électriquement attaché. L'humus de surface et l'argile de profondeur doivent être liés par une faune qu'on appelle la faune anécique qui est les vers de terre. Le glyphosate, qui est en principe actif du Roundup de Monsanto et de nombreux pesticides, vient d'être déclaré cancérigène. Si Monsanto gagne et si le TAFTA, donc le traité entre l'Europe et les États-Unis, passait, ce serait une grosse catastrophe puisque une entreprise comme Monsanto pourrait attaquer qui que ce soit, et notamment un État, pour entrave à ses bénéfices. Il y a une grosse discussion des partis politiques pour essayer de maintenir, du moins en Europe, le principe dit de précaution. Là, l'Aveyron voudrait classer de nouvelles zones en zones vulnérables. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est une zone vulnérable? Est-ce que vous, votre exploitation est déjà située en zone vulnérable? Alors oui, nous nous étions déjà situés en zone vulnérable. Une zone vulnérable est une zone donc où la topographie des sols peut être assez accentuée, donc en gros des sols qui penchent, des terres qui sont fragiles. Fragiles, c'est-à-dire? Des terres qui peuvent partir facilement, qui peuvent vite polluer les cours d'eau. Et donc si l'on établit une zone vulnérable, c'est qu'il y a eu une pollution excessive et que certains sols retiennent mieux les pollutions que d'autres. Donc il est nécessaire de réagir en zone vulnérable.
Et elle est mesurée comment cette pollution excessive? Des experts viennent, mesurent quoi? La pollution dans l'eau, dans la terre, vous savez ça? Ils mesurent la quantité de nitrate dans l'eau. Certaines sociétés demandent carrément à doubler la teneur réglementaire. Les entreprises préfèrent des seuils plus hauts pour être plus tranquilles. Mais est-ce que c'est possible aussi pour elles de respecter ces normes? Oui, c'est tout à fait possible de respecter ces normes. Il faudra se cultiver, apprendre le fonctionnement d'un sol de façon à éviter les fuites d'azote, puisque dans le milieu naturel, en forêt, vous avez 0 fuite d'azote. Vous n'avez pas de fuite d'azote, sinon il n'y aurait plus de végétation. Il n'y a qu'en agriculture où nous avons des fuites d'azote ou d'autres éléments, la potasse, le calcium, phosphore. C'est des fuites d'éléments, d'oligo-éléments. Le phosphate, le nitrate, tout ça sont des oligo-éléments qui sont bons. Quand vous êtes classé en zone vulnérable, qu'est-ce que ça génère comme changement chez un agriculteur? Les zones vulnérables réclament donc des capacités de stockage des effluents plus longues. Les effluents, c'est Les quoi? effluents sont donc les fumiers, les lisiers des élevages. De 4 mois, on doit passer à 6 mois. 6 mois de stockage. 6 mois ou 6 mois et demi. Il faut construire ou agrandir les fosses de contenance. Ces travaux sont très coûteux? Les travaux peuvent être très coûteux, oui. Et de moins en moins subventionnés, bien sûr. Est-ce que les agriculteurs ont le droit d'être aidés? Est-ce qu'ils peuvent être aidés? Alors effectivement, ils étaient aidés donc pour la mise aux normes des bâtiments. Ceci étant, vu les coupes budgétaires, c'est de plus en plus dur. On impose une norme qui est impossible à tenir au niveau financier pour certains. Oui. Est-ce qu'il y a des agents en médiation? Vous avez certains laboratoires qui permettent donc de changer et d'évoluer vers une intervention agricole qui ne pollue pas. Je vais continuer à vous parler des médias, de l'actualité de cette année. On a beaucoup parlé de la ferme aux 1000 vaches et de tous ces projets de développement d'une agriculture industrielle intensive, présentés par certains comme la seule réponse possible aux exigences de la compétitivité mondiale. De quelle rentabilité on parle en fait? Étant rentable parce qu'on produit 9000 litres de lait par vache et par an en allant chercher du soja en Amérique du Sud, ou étant rentable en produisant 3500 litres, ce qui est mon cas, en achetant 0 concentré de l'extérieur. Tous les grossistes préféreront rassembler des unités de production plus grosses. On perd en diversité. L'Europe importe, je crois, plus de 45% de sa nourriture et importe 90% de son soja. Si le marché mondial c'est ça, une dépendance à outrance des autres pays et une mort de nos sols sur le continent européen, il faut savoir quand même que 45% des sols sont morts en Europe. Il va falloir revenir sur des circuits beaucoup plus courts, effectivement. Alors les sols morts, c'est des sols qui, s'ils n'ont plus d'engrais, ne pourront pas produire. C'est très grave, c'est préoccupant. Ils sont biologiquement morts. Ils ne seront plus autonomes, alors qu'un sol est autonome. Avant que l'homme arrive sur cette planète, le sol était autonome. Si on arrête les engrais du jour au lendemain, s'il y a un problème économique ou s'il y a un problème politique avec par exemple la Russie qui amène des gaz utiles pour la production d'ammonitre, nous allons créer le désert, nous ne pourrons plus produire un modèle chimique. Et donc les sols, le temps qu'ils se reconstruisent, ne produiront pas. Si un sol a été meurtri pendant 50 ans, considérez qu'il lui faudra au moins 50 ans pour se reconstruire. C'est-à-dire pour retrouver sa biologie initiale, donc une biologie de surface, une biologie de profondeur et une faune qui relie les deux sols, donc de surface et de profondeur, que sont les vers de terre. Aujourd'hui en France, énormément de gens ont des problèmes liés aux allergies. On a aussi énormément de décès causés par des cancers. En France, mais aussi à l'étranger. Vous parliez tout à l'heure de l'Argentine, qui est un des premiers pays producteurs de soja transgénique, qui a fait appel aux techniques Roundup Monsanto pour développer au plus vite ces cultures. C'est des images atroces que j'ai pu voir là-bas. C'est des enfants qui naissent déformés, des adultes qui décèdent. Alors effectivement, des modèles d'exploitation de 22 000 hectares comme il y a en Argentine avec des avions qui pulvérisent à 200 hectares à l'heure du Roundup ou autres produits herbicides, c'est préoccupant.
Si le modèle mondial et si l'agriculture moderne, c'est celle-là, c'est grave. Dans leur évolution, il y a de ça 5 ans, ils étaient à 1 ou 2 passages de glyphosate. Actuellement, ils sont à 7 passages de glyphosate entre le semis et la récolte. Oui, et puis c'est la croyance qui consiste à dire qu'il faut des grandes terres, des gros tracteurs, des grandes surfaces agricoles où il n'y ait aucun arbre, rien qui résiste pour être productif, alors que les nouveaux modèles d'une agriculture durable et moderne aussi, parce qu'on n'est pas au Moyen-Âge, on ne revient pas en arrière, permettent à des agriculteurs qui ont justement des terres très petites de les rentabiliser en faisant pousser plusieurs cultures sur le même sol et par là devenir beaucoup plus rentables puisqu'ils n'achètent rien. Au-delà d'un problème agricole, on est face à une révolution philosophique. Alors là, la rentabilité et la pérennité sont encore 2 facteurs qui s'opposent. Une belle plante bien grande, bien grosse peut flatter l'œil, mais elle peut être très pauvre en éléments nutritifs, d'où un enracinement important des espèces anciennes qui permettait de remonter les minéraux et tous les oligo-éléments nécessaires aux animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui les plantes à faibles racines sont des plantes pauvres en oligo, pauvres en minéraux, qui ne nourrissent pas les animaux, donc vous êtes obligé d'acheter des minéraux pour compléter des plantes carencées. Et donc on a des produits carencés, et c'est pour ça que les gens aujourd'hui tombent malades, puisqu'ils ont des problèmes de carence. Tout ceci est très bien fait, puisque Bayer notamment tue les sols et d'un autre côté vend les produits en pharmacie pour les carences. Il y avait une phrase de Chateaubriand qui disait « La forêt précède les peuples et le désert les suit ». On n'a pas vu naître la terre, c'est la terre qui nous a vu naître. Soigner la terre, étape d'une transition agricole, deuxième partie. Un reportage de Clémentine Santoul-Golambres, d'après les interviews de Lionel Serriès, exploitant agricole en lait bio, à Romette. Aveyron.